Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, notre atelier d'aujourd'hui a pour professeur invité le professeur Mouna Azgui. Donc, ça fait plusieurs mois, je crois quasiment une année qu'on a échangé depuis 2023 pour caler la présentation d'aujourd'hui. Donc, la professeure Mouna Azgui est agrégée de HEC Montréal. Elle est titulaire d'un doctorat de Paris-Sorbonne en France et d'un professorship de recherche en développement et d'expertise comptable. Ces recherches portent sur la régulation de l'audit dans sa dimension nationale et internationale. Elle s'intéresse aussi à l'éthique émotionnelle du travail des auditeurs. Elle adopte différentes méthodologies, dont principalement des méthodologies qualitatives et interprétatives. Et ces recherches ont été publiées dans des revues reconnues à l'international, telles que, je ne vais pas citer toutes les revues. Il y a le Journal of Business Ethics, Triple AG, il y a du CPA, il y a Ou moi, du comptabilité, contrôle, audit. Elle contribue également dans de nombreuses revues où elle est dans des boards, des comités éditoriaux, des revues scientifiques telles que la revue Comptabilité, Contrôle, Audit, la revue Critical Perspective on Accounting, Accounting Perspective et récemment, elle est dans le board depuis, je pense, il y a quelques semaines, de Accounting Forum. Donc, cher professeur Mouna Azgui, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté d'animer notre atelier d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole pendant environ 1 heure et demie, 1 h 10 plutôt. Ensuite, on fera une petite pause de 10 minutes et vous allez reprendre pour une deuxième partie et fin de l'atelier. Merci, professeur Mouna Azgui. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup, Serge. Merci pour la présentation. Merci aussi pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment une occasion que j'attendais depuis longtemps là, de pouvoir m'impliquer davantage dans l'association dont j'ai eu connaissance que vraiment récemment, là, comme je vous ai dit là, l'année dernière en discutant avec Aziza. Et puis j'ai juste envie de dire que mes méthodologies de recherche ne sont que qualitatives. Ça veut dire que moi, moi, la recherche qualitative, c'était un petit peu un coup de foudre lorsque j'étais étudiante et puis je ne fais vraiment que ça. Même si ça m'arrive de réviser pour des revues des articles quantitatifs, mais je fais quasiment, j'ai jamais vraiment produit moi-même une recherche quantitative et je suis plutôt très vendue aux recherches qualitatives. Donc, je suis tellement pas objective sur ce point-là. Je vais partager mon écran, mais je voulais vous dire que lorsque je partage mon écran, ce qui se passe, c'est que je ne vois plus Zoom. Donc, si vous voulez m'interrompre, On si vous fera le voulez, relais. On fera le relais, voilà, Mouna. Voilà. si vous voyez une question, une main ou quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre directement parce que je serai pas très capable de voir l'écran de Zoom. Ok, donc je vais partager mon écran. Ok. Et là, ça, est-ce que c'est bon de votre côté? Parfait. C'est parfait. Ok. Donc voilà un peu l'organisation que j'ai prévue. Je t'avoue là que je suis pas du tout chronométrée, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va Oui. aller dans Mouna, la tu pause, peux avant la revenir sur, pause, après la pause. tu peux revenir sur la J'ai première page, s'il te plaît. La page, oui, je vais juste faire une capture d'écran. d'accord. Parfait. Merci. Donc pour le déroulement, on va y aller naturellement. On verra où nous emmènera la première heure. Donc en fait, je vais juste commencer par un petit préambule là sur la place là qu'occupe la recherche qualitative dans notre discipline. Puis je vais discuter un petit peu de manière générale sur ce que c'est la recherche qualitative et puis
les objectifs, le type de questions, enfin, en donnant un peu quelques idées sur ça. Et puis, la deuxième partie, je l'ai prévu davantage sur les nuances des recherches qualitatives. Ça veut dire, surtout sur la place un peu spéciale de la théorie dans les recherches qualitatives, l'importance de la rédaction, de la structure rédactionnelle, etc. J'ai prévu quelques booklabs, là, question d'apprendre un peu plus à connaître l'audience, parce que je ne sais pas, j'imagine que l'audience, elle est, que vous êtes tous à des niveaux et des cheminements différents. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être me permettre de vous connaître mieux et puis d'adapter peut-être ma présentation au fur et à mesure en fonction de ce qui vous intéresserait le plus. Donc, disons que j'ai j'ai juste besoin de je crois que j'ai perdu le plein écran encore une fois. Désolée. Donc, donc dans ce préambule, comme vous le savez bien, on est dans une discipline qui, dans des domaines qui sont la comptabilité et la finance, qui sont des domaines euh, essentiellement basés sur des chiffres. Ce sont des domaines pour lesquels on produit des chiffres et ces chiffres sont censés, on attend de ces chiffres-là qu'ils reflètent la réalité économique. Et puis donc, qu'est-ce qu'on aime dans les chiffres? C'est que c'est des mesures et que c'est les mesures, elles sont censées être neutres, elles sont censées être objectives. Et donc, comme la comptabilité et la finance sont à la base des disciplines avec un objectif ultime qui est de refléter de manière neutre la réalité économique des entreprises, disons que historiquement, la recherche qualitative a souvent été exclue de la comptabilité et de la finance. Donc, il faut aussi avoir en tête que de nos jours, c'est aussi encore le cas un petit peu. Ça veut dire qu'on a encore, enfin, la recherche qualitative s'est beaucoup plus développée, elle a acquis une grande légitimité, mais ça n'empêche que, par exemple, si je prends l'exemple américain ou nord-américain, la recherche académique en comptabilité en finance, elle demeure encore essentiellement quantitative. Donc, dans ces environnements-là, l'accent il est encore mis sur justement l'importance des chiffres et de leur neutralité et de leur objectivité. Et puis, on va mettre davantage l'accent sur l'analyse des propriétés économiques, des marchés. On va valoriser des méthodes économétriques, des méthodes statistiques. Et donc, on considère aujourd'hui encore c'est vraiment encore d'actualité que les meilleurs chercheurs en comptabilité et en finance dans le monde, ce sont des chercheurs quantitatifs. Et ça, c'est encore un peu vrai. Donc, en fait, pour moi, la recherche qualitative, c'est un peu la nouvelle recherche. Donc, elle a apparu beaucoup plus tard quand on la compare à la recherche quantitative. La recherche qualitative, elle est apparue vers la fin des années 70, début des années 80, et ça a été beaucoup inspiré par ce qui se faisait dans d'autres disciplines sociales, notamment la psychologie, la sociologie. Et c'est là où on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces disciplines-là qu'on peut amener, qu'on peut emprunter pour développer la discipline comptable et financière. Et donc, l'un enfin, l'un des grands événements là qui a donné naissance et a fait proliférer la recherche qualitative, c'était la création de la revue Accounting Organization and Society, qui est aujourd'hui enfin une revue phare dans les recherches qualitatives en comptabilité. Et cette revue, elle a été créée fin des années 70 et elle avait vraiment comme objectif affiché d'aller au-delà des chiffres et de comprendre comment ces chiffres-là sont nés, comment les mesures sont créées et de les lier à leur contexte, qui soit historique, social et organisationnel. Donc en fait, on est passé, on a changé notre conception de nos propres disciplines, qui sont la comptabilité et la finance, dans le sens où
on est passé d'un focus sur les techniques des chiffres qui sont censés refléter la réalité à un focus aux relations sociales et organisationnelles finalement à travers lesquelles ces chiffres-là sont construits et sont interprétés. Donc, sauf qu'on fait de la recherche, donc on est censé produire de la science, et la science, elle est censée être objective. Donc il nous fallait une autre façon de définir l'objectivité. Avant, on pouvait se fier à l'objectivité des chiffres. Donc si telle mesure nous donne tel chiffre, on peut, c'est observable, c'est empirique, on peut le croire et on peut, et quelle que soit la méthode de mesure, on arrive toujours au même résultat. Donc, pour les recherches qualitatives qui ne s'intéressent plus aux chiffres, mais plutôt à la façon dont ils sont produits et, sont interprétés, bah là, il fallait trouver notre façon de développer de l'objectivité. Et là, dans les recherches qualitatives, c'est l'objectivité du stable, du commun et du partagé qui a donc qui est devenue importante. Ça veut dire que c'est les expériences partagées entre différents acteurs qui va nous permettre finalement d'identifier la façon dont une mesure, dont un chiffre pourrait influencer la réalité. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les chiffres et les mesures ne sont pas en réalité complètement objectifs parce que dans tous les cas, les chiffres sont aussi reflètent aussi des intérêts spécifiques parce qu'ils reflètent en quelque sorte les intérêts personnels spécifiques des gens qui ont créé ces mesures pour atteindre, pour arriver à ces chiffres-là. Donc, en recherche qualitative, on donne moins de l'importance maintenant à la neutralité et à l'importance de la réalité en tant que telle, et on donne davantage de l'importance aux individus, aux organisations, aux outils dans la production de cette réalité. Donc, la réalité dans la recherche qualitative n'est pas forcément objective, elle peut être subjective, elle peut être un mélange des deux, parce que la réalité, elle est construite comme étant qu'est-ce qui nous nous unit. Donc finalement, par exemple, nous, on est tous, la plupart d'entre nous, on fait de la recherche. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans ces recherches-là qu'on fait qui est en commun, et c'est ce qui va donc être considéré comme étant en réalité la réalité, que ce soit nos challenges, nos obstacles, nos réussites, etc. Donc dans cette vision-là de choses, il n'y a pas de rupture entre le sens commun et la connaissance scientifique. Donc, la connaissance scientifique dans la recherche qualitative, c'est le commun, c'est le partagé, c'est ce que nous, c'est ce qui est partagé, enfin, c'est ce qui est uni plusieurs acteurs, plusieurs organisations, plusieurs outils. Donc, dans la recherche qualitative, si je devais la résumer, on est à la recherche de cette science qui est socialement partagée, qui est commune entre différents types d'individus ou au sein d'un contexte. Donc, qu'est-ce que après, je voulais aussi vous parler pour finir avec ce préambule, je me suis dit, je vais faire une présentation sur la recherche qualitative. J'aimerais bien dire qu'est-ce que c'est que la recherche qualitative pour moi, personnellement. Puis je trouve que cet extrait-là que j'emprunte à Miles et Huberman et que j'avais lu quand je commençais tout juste à avoir mon tout premier cours de recherche qualitative, quand je faisais mon master de recherche, c'était c'était vraiment un paragraphe qui m'a tout de suite fait comprendre que c'est ce que je voulais faire. Et je vais vous le lire. Les données qualitatives sont davantage susceptibles de mener à d'heureuses trouvailles et à de nouvelles intégrations théoriques. Elles permettent aux chercheurs de dépasser leurs a priori et leurs cadres conceptuels initiaux. Les découvertes... de santé. Pardon? Excuse-moi, je coupe le micro. C'est quelqu'un qui a laissé son micro. Vas-y, Ah, continue. je pensais que quelqu'un Non, m'interrompt. non. Donc, les découvertes dues aux études qualitatives revêtent un caractère d'indéniabilité. Les mots, particulièrement lorsqu'ils s'organisent dans un récit, possèdent un je ne sais quoi de concret, d'évocateur ou de significatif qui s'avère souvent plus convaincant pour le lecteur, qu'il soit chercheur, décideur ou praticien, que des pages de chiffres. Et en fait, c'est un peu ce paragraphe-là qui a créé mon coup de foudre pour la recherche qualitative, dans le sens où je me suis dit, c'est exactement
ça, ce que pour moi la recherche veut dire, c'est d'aller chercher des trouvailles, c'est de me remettre en question, c'est de dépasser un peu mes propres pensées, de me dire que ce que je pense n'est potentiellement pas ce qu'il en est de ce phénomène-là. Et puis surtout de réaliser qu'en fait enfin c'est tellement plus convaincant. Et on le voit aujourd'hui, vous avez beau présenter des états financiers super complets avec plein de chiffres, c'est tellement plus convaincant d'avoir des paragraphes en dessous qui expliquent ces chiffres-là, comment ils ont été calculés, comment ils ont été générés, quels acteurs ont intervenu dans la création de leurs mesures. Et donc, et donc en fait, pour moi, c'était un peu ça l'objectif ultime là de la recherche qualitative, c'est de donner au sens finalement à ce que la comptabilité et la finance produisent comme comme information. Mais ça, ce paragraphe-là nous fait aussi poser des questions, parce que qui dit trouvaille ne dit pas forcément une découverte. Vous pouvez aller sur le terrain, trouver des choses hyper intéressantes, mais ensuite réaliser que finalement c'est pas vraiment une découverte, ce sont des choses qui ont fait l'objet de plusieurs articles ou de plusieurs recherches par le passé, que c'est un phénomène qui a été déjà pas mal exploré sous toutes ses facettes, et donc finalement vous avez des trouvailles, mais vous n'avez pas de découverte. Parfois vous avez une découverte, vous trouvez vraiment un gap dans la littérature, vous trouvez des données intéressantes, mais est-ce que cette découverte-là est pertinente? Est-ce qu'il y a un intérêt de la communauté scientifique ou praticienne vis-à-vis de cette question-là que vous vous posez, ou est-ce que finalement c'est une découverte, mais qui manque de pertinence? Et puis une fois la découverte est évaluée comme étant pertinente et qu'on voit qu'il y a vraiment un intérêt dans la littérature ou dans la pratique vis-à-vis de cette problématique et que c'est une problématique qui n'a pas encore montré toutes ses facettes. La troisième question, comment rendre compte de cette problématique dans un style qui va convaincre les gens, dans un style qui va donner de la signification à ce que je souhaite communiquer comme information. Donc pour moi, la recherche qualitative, c'est un peu ce cycle-là. Ça veut dire que il suffit pas de trouver la bonne question, il suffit pas de trouver les bonnes données, il suffit pas de trouver les bonnes interprétations. C'est en fait un équilibre à trouver entre les trois. Tout au long de ce cycle-là, on se pose des questions, on collecte des données. Parfois, on n'arrive pas à collecter ces données-là, on reformule nos questions, on cherche une autre façon de collecter ces données. Une fois qu'on a ces données, on se pose des questions sur comment les interpréter. Parfois, en faisant de l'interprétation, il y a de nouvelles questions qui émergent, qui nous poussent à revenir sur le terrain pour poser d'autres questions. Et donc, tout au long de ce cycle, il n'y a qu'un seul mot d'ordre qui devrait guider un peu vos démarches, c'est la pertinence. Est-ce que cette question est pertinente au regard là de ce que je lis? Est-ce que mes observations sont pertinentes au regard de ce que je veux faire et est-ce que mes interprétations sont pertinentes au regard de ce que j'aimerais avoir comme output là dans ma recherche et comme résultat. Donc euh, j'espère un peu que la présentation d'aujourd'hui va vous aider dans cette perspective-là, va vous aider un petit peu à apprendre par vous-même, à évaluer la pertinence de vos questions, de vos données, de vos interprétations. Et puis, en tout cas, c'est un peu mon objectif. Et puis j'espère que je vous que je vous donnerai en tout cas des informations euh, enfin, qui pourront vous aider dans ce sens-là. Donc, Ça, c'était donc que pareil, là. Tant que moi, je n'ai pas vu ça, là, moi, je ne crois pas. Oh, purée. On va couper ça. Mouna, pardon. c'est bon, ça a été coupé, je crois. Ok. Donc, pour la première partie, on va aller un petit peu sur les bases. Ça veut dire revenir sur les questions, les types de questions
qui caractérisent les recherches qualitatives, leurs caractéristiques, les méthodes de collecte de données et puis les méthodes d'analyse de données, qu'elles soient des approches manuelles ou des approches assistées. On va parler notamment d'in vivo. Donc, je vais vous proposer d'abord un premier, trois petites questions pour un peu briser la classe, vous connaître un petit peu plus en termes de vos connaissances des recherches qualitatives. Donc, ce sont trois questions un peu de base. Donc, il suffit d'aller sur le site wooclap.com et de taper le code de l'événement qui correspond aux initiales de l'association, donc AAFA. Donc, on copie le lien, c'est ça? Ah non, ah, ok, on a un QR code. Ok. Soit un QR code, soit vous pouvez aller sur wooclap.com. Là, si vous êtes sur votre Hmm. ordinateur, téléphone, ça marche. Ok. Ok. C'est bon, j'y suis. Mona, pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'est Non, il normal? n'y a pas de question. Là, je vois juste je vois le nombre de participants augmenter. Ok, Lorsqu'il se serait stabilisé, je vais commencer la première C'est question. gentil. Donc, Donc, Serge, juste une question. Tu m'as dit que on arrête à quelle heure là pour la pause? on arrête à 10. Donc, il te reste encore une demi-heure. T'as encore 30 minutes. C'est bon? 10, ok. C'est juste pour, faut que je fasse de suite là Non, mais dans ma après, tête. il y aura la deuxième partie aussi. D'accord, ok. Je vous ai mis le lien Wooclap, hein. Je vous ai mis le lien dans la discussion. Donc, vous pouvez copier-coller dans le moteur de recherche. Ensuite, vous tapez AFA. mais moi j'y suis déjà avec le logo. Je vois bien le logo. Oui, Oui, Je j'ai mis suis, le petit logo ici. ouais, c'est je suis gentil. parti par le QR code. C'est plus Ok. direct. Mais c'est vraiment des questions très simples là pour comme mieux connaître l'audience. On a déjà 36 qui sont connectés. Est-ce que vous pensez que je devrais aller? Oui, je pense que tu peux. Je pense que c'est suffisant Oui, là, oui. en Hmm. participants. Ok. Comment-
Bon, je suis contente de voir que la majorité, vous avez conduit une recherche qualitative, mais vous n'estimez pas que vous avez des connaissances approfondies. Je pense que cet atelier, du coup, c'est une très belle occasion pour consolider vos connaissances et peut-être pour avoir des astuces et des éléments qui vous permettront de faire mieux ou de faire mieux la prochaine fois ou peut-être aussi de développer davantage votre ouverture d'esprit, votre intérêt vers les recherches qualitatives. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui n'en ont jamais fait. Donc, j'espère que je vais vous donner envie d'en faire et je vais vous donner les outils nécessaires pour les faire de manière justement structurée et pertinente. Et puis pour ceux qui ont des connaissances approfondies, je serais curieuse de vous écouter, d'écouter si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans ce que je dis. N'hésitez pas si vous trouvez que vous avez des avis différents par rapport à des choses que j'aurais dit, si vous avez des points de vue ou des expériences différentes par rapport à ce que je vais partager avec vous, je serais vraiment curieuse là de vous entendre. Euh, je vais, euh, je vais passer à la prochaine question. Merci à ceux qui ont répondu. Donc là, j'aimerais que vous pensiez à un mot qui vous vient en tête lorsque vous entendez l'expression recherche qualitative. Quel est le premier mot qui vous vient en tête quand vous entendez ce terme? Discours, en effet. Il y a beaucoup de discours dans les recherches qualitatives. Donc, je dirais là pour le mot statistique que j'ai vu que ça serait le mot que moi auquel je penserais jamais parce qu'effectivement dans une recherche qualitative on est souvent très très loin des statistiques et d'ailleurs on va en parler là dans la prochaine question de la meilleure façon de distinguer les recherches quanti des recherches quali. Je suis contente qu'il y en a certains qui pensent que c'est le meilleur choix. Ils sont comme moi vendus aux recherches qualitatives. Le mot inductif, c'est effectivement un mot clé dans les recherches qualitatives. On va en parler de l'importance de qu'est-ce que ça veut dire inductif et l'importance de cette approche inductive. Sinon, conversation, entretien, verbatim, discours, perception, sentiment, parole, tout ça, c'est données orales et écrites, en effet, analyse de contenu, subjectivité, tout ça, pour moi, reflète en effet de très, très beaux mots qui résument bien la recherche qualitative. Là, c'est la subjectivité, l'intersubjectivité, les entretiens, l'analyse de contenu, les conversations, les sentiments, les discours. C'est en effet mal ça ce qui fait l'essence des recherches qualitatives. Ah oui, je trouve que je suis contente de la participation parce que maintenant les questions, on est à 65 réponses. Donc, je suis contente de voir que tout le monde participe. Je suis pas mal en accord avec la plupart du mot. Après, il y a des mots pour lesquels qui me parlent moins, comme qualité, euh, panel, parce que c'est des mots qui sont pas très spécifiques aux recherches qualitatives, mais pour le reste, je trouve qu'on est pas mal exhaustif. Du coup, ma dernière question sur cette première partie, c'est cette question-là. Quel élément parmi les suivants vous semble le plus adéquat pour distinguer une recherche qualitative d'une recherche quantitative?
Est-ce que ça serait la nature de la question de recherche? Est-ce que ça serait le type de données qu'on collecte? Est-ce que ça serait plutôt la procédure avec laquelle on analyse les données? Ou est-ce que c'est plutôt la structure avec laquelle on rédige? J'aime bien quand on n'est pas d'accord comme ça. Il y en a pour qui ça serait plutôt la question de recherche. Euh, évidemment, évidemment, il y a aucune réponse qui est complètement fausse. Je pense que ça dépend un petit peu de chacun d'entre nous. Les 4 réponses peuvent être considérées comme des manières de distinguer une recherche quali d'une recherche quanti, parce que dans la nature des questions de recherche, il y a des questions auxquelles la recherche qualitative ne peut pas répondre. Par exemple, des questions du type impact ou effet. Quels sont les impacts ou quels sont les effets de quelque chose sur quelque chose? Ça, je ne pense pas que c'est une question à laquelle la recherche qualitative peut vraiment donner une réponse complète. Elle pourrait peut-être donner une réponse partielle, mais pas complète. Le type de données collectées, évidemment, il y a du bon aussi ici, parce que quand on parle de recherche qualitative, on parle essentiellement de texte. Dès que ça devient des chiffres, on n'est plus dans les recherches qualitatives. Donc, on parle surtout de ramasser des données qui peuvent être de n'importe quel format. Ils peuvent être des photos, ils peuvent être des vidéos, ils peuvent être des discours. Mais dans une recherche qualitative, ce qui se passe, c'est que ces données-là, quelle qu'elle soit leur nature, nous, ce qu'on veut, c'est de les transformer en texte. Et c'est essentiellement de l'analyse de texte qu'on fait dans les recherches qualitatives. La procédure d'analyse de données, il y a 13 personnes qui ont répondu cette réponse et c'est les 13 personnes avec lesquelles je suis plus d'accord. Moi, j'aurais dit qu'en premier, je mettrais vraiment la procédure d'analyse de données. Parce que je peux avoir une question de recherche qui est complètement qualitative, de type comment des acteurs interagissent, comment se produit un phénomène. Et je collecte des données via des entretiens, donc j'ai des textes. Mais qu'est-ce qui se passe à l'analyse des données? Ben, je vais calculer le nombre de fois qu'un acteur, qu'un acteur a parlé d'un tel sujet, le nombre de fois qu'un sujet a été référé en tant que tel. Puis là, finalement, je vais être dans une posture d'analyse qui n'est pas vraiment une analyse interprétative, qui est le socle de la recherche qualitative. Puis là, si je commence à faire de l'analyse de données qualitatives en essayant de les quantifier, 83% des gens pensent que ça, sur mon échantillon de 54 interviewés, il y en a la moitié qui pensent ça. Là, vous êtes, vous êtes dans une recherche qualitative. Vous n'êtes plus dans une recherche qualitative dans le sens où la façon là dont vous analysez les données ne donne plus vraiment beaucoup d'importance au sens du texte, mais elle donne de l'importance à la proportion du texte. Et si c'est finalement les proportions et les pourcentages et les chiffres derrière les textes qui vous intéressent, ben on n'est plus vraiment dans une recherche qualitative interprétative. Puis la structure rédactionnelle, c'est pas vraiment l'élément de distinction
le plus courant, mais mais c'est aussi une bonne réponse dans le sens où, en effet, quand on rédige un article qualitatif, c'est clairement pas de la même façon qu'on rédige un article quantitatif où nous avons des chiffres qui vont nous aider à dire si telle ou telle proposition est valide ou invalide. Dans une recherche qualitative, il y a tout un travail de rédaction qui est différent là parce que vous allez convaincre des gens avec des données subjectives. Et donc, ça fait que la structure rédactionnelle peut en effet être différente. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Puis, je vais revenir un peu sur ces éléments-là que je viens de dire oralement. Je vais d'abord revenir sur les objectifs de la recherche qualitative parce que on peut en avoir plusieurs, mais j'ai un peu adapté ceux que j'ai dont traite Vacheux dans son ouvrage des méthodes de recherche qualitative. Donc, si votre recherche vise à décrire un phénomène ou une organisation, bah, c'est clair que les recherches qualitatives sont très adaptées à votre questionnement. Vous cherchez à comprendre comment les normes comptables sont développées. Vous cherchez à comprendre comment le régulateur ou une organisation met en place une politique ou un outil donné. Vous cherchez à comprendre des relations, des motivations, qu'est-ce qui pousse les analystes financiers qu'est-ce qui pousse les investisseurs ou qu'est-ce qui pousse les organisations à divulguer des informations non financières de manière volontaire? Qu'est-ce qui pousse les investisseurs à aller investir dans des portefeuilles de finances durables ou avec une bonne note ESG? Donc, si on veut comprendre les motivations des acteurs ou les relations entre les acteurs, comment les relations entre, par exemple, des clients et des contrôleurs de gestion dans une organisation se mettent en place, les relations entre directeurs financiers et auditeurs ou commissaires aux comptes. Donc là aussi, on est dans des perspectives qui se prêtent énormément aux recherches qualitatives. Vous pouvez aussi chercher à prédire sur la base de construction. Donc là, vous êtes plutôt dans une approche qui n'est pas inductive, mais déductive, mais complètement possible. Par exemple, je cherche à illustrer je cherche à vérifier comment une théorie s'applique dans un contexte donné. Par exemple, je veux aller voir si la théorie institutionnelle et le phénomène d'isomorphisme trouvent vraiment application dans la façon dont les entreprises divulguent des informations environnementales et sociales. Là, en fait, je peux très bien être dans une démarche déductive et avoir une théorie, avoir des a priori théoriques et aller sur le terrain pour vérifier s'il y a vraiment un effet d'isomorphisme entre les entreprises dans la nature et l'étendue des données non financières qu'elles publient. L'objectif pourrait aussi de changer les réalités. Donc là, on est vraiment dans le contexte spécifique de recherche-action. Les recherches-actions se prêtent beaucoup au contrôle de gestion, aux recherches en contrôle de gestion, où par exemple on va par exemple rejoindre une organisation et on va les aider à développer, à mettre en place un nouveau outil de système d'information. On va les aider à mettre en place un nouvel outil de contrôle interne. On intègre une organisation comme étant un salarié, carrément un employé. Et puis, notre objectif en tant qu'employé, par exemple, c'est de les aider à mettre en place une nouvelle politique une nouvelle politique qui cadre l'échange d'informations entre les membres, par exemple, du conseil d'administration et les auditeurs internes et les membres du comité d'audit. Ça pourrait être là, je pense à une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Karine, je crois, j'espère que je me trompe pas, oui, elle s'appelait Karine, dans le break room, où elle m'a parlé de sa thèse et du fait qu'elle soit confrontée à l'absence de cadre et d'outils qui guident les acteurs qui accordent du financement aux projets de transition écologique. Puis je pense que finalement, maintenant que je lis ça, sa recherche se prête très bien à la recherche-action, dans le sens où qu'elle peut utiliser sa propre recherche
pour aider les acteurs qui s'occupent d'accorder des financements aux projets de transition écologique à développer un outil, à développer des critères, à développer un cadre leur permettant de prendre ce type de décision dans les meilleures conditions. Le dernier objectif dont je voulais parler, c'est un objectif qui est un peu plus complexe que les autres, dans le sens où on s'attaque à un phénomène dans lequel il y a, pour lequel on a très peu de littérature et pour lequel on n'a pas vraiment de théorie explicative là. Et le but de la recherche, ça serait justement de développer de nouvelles propositions théoriques, de faire de la théorisation ancrée. Ce qu'on appelle de la théorisation ancrée, c'est vraiment de chercher à développer de nouvelles propositions théoriques quand ce qu'on observe est intéressant, mais qu'on n'arrive pas à l'expliquer par les théories existantes. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va, au lieu d'utiliser une théorie, on va utiliser des petits concepts par-ci, par-là, et qu'on va générer nous-mêmes une nouvelle perspective théorique capable de donner du sens à ce qu'on observe là dans le phénomène. Donc, c'est quand même un peu l'objectif le plus haut niveau là de la recherche qualitative, qui est aussi le plus complexe parce que pour convaincre qu'on n'a pas trouvé déjà de théorie existante qui nous permet d'expliquer ce phénomène et qu'on est allé inventer un peu nos propres propositions, il faut vraiment faire un travail de fond très important là pour convaincre le lecteur. Donc, les questions. Je reviens un petit peu sur le type de questions. Donc, si vous avez des questions de ce type-là, c'est clair que vous êtes plus porté vers une recherche qualitative. Donc, il y a les questions de type comment. Ce sont des questions pour comprendre les processus, les mécanismes ou les phénomènes, comment les analystes financiers intègrent les données ESG dans l'évaluation de la formation de la performance d'une entreprise, comment les auditeurs évaluent les estimations de juste valeur, comment les régulateurs gouvernementaux et les acteurs du secteur financier interagissent, par exemple, dans le processus de mise en œuvre de nouvelles normes comptables. Toutes ces questions-là de type comment, c'est des questions pour lesquelles les recherches qualitatives peuvent être hyper intéressantes et amener des regards et des découvertes très pertinentes. Il y a les questions de type pourquoi, donc les motivations des acteurs. Pourquoi certaines entreprises divulguent volontairement des informations financières supplémentaires, par exemple, au-delà des exigences réglementaires? Qu'est-ce qui explique la baisse d'attractivité de la profession comptable? Qu'est-ce qui explique l'échec d'implantation d'un nouveau outil X, là, de contrôle de gestion dans une organisation? Donc ça, ce sont des types de questions qui cherchent à comprendre les raisons sous-jacentes à quelque chose, à un phénomène, et que, pareil, pour lesquelles les recherches qualitatives sont hyper pertinentes. Les questions de type les circonstances. Donc, vous cherchez à comprendre les conditions, le contexte ou la situation dans laquelle ce phénomène se produit. Donc, dans quelles circonstances une entreprise va utiliser des pratiques de comptabilité créative pour, par exemple, manipuler les résultats financiers. Quelles sont, par exemple, les circonstances? Ça peut être l'absence d'une gouvernance efficace, l'absence de mécanismes d'audit interne efficace, je ne sais pas moi, une direction qui donne trop de une direction ou un actionnariat qui donne trop de l'importance aux résultats financiers. Donc ça, vous explorez les contextes qui font émerger un phénomène. Dans quelle situation ou quand exactement un investisseur va donner de l'importance au système de gouvernement de l'entreprise ou de gouvernance lorsqu'il prend une décision d'investissement. Est-ce qu'un investisseur finalement s'intéresse ou vraiment donne de l'importance au fait que l'entreprise a un comité d'audit indépendant ou compétent, ou est-ce que finalement ils s'en foutent? Donc, c'est des questions de type, on cherche un peu à comprendre les conditions ou le contexte qui fait prendre une décision plutôt que d'une autre. Puis, les questions de type quelles sont? Ce sont des questions qui explorent plutôt des attitudes, des sentiments, des croyances, des expériences subjectives par rapport à un phénomène donné. Par exemple, là, vous cherchez à comprendre comment une partie prenante perçoit, par exemple, l'efficacité d'un système de contrôle interne dans la détection et la prévention de fraude dans une entreprise. Vous pouvez aller chercher
à comprendre les expériences des professionnels de la comptabilité qui travaillent dans des environnements multinationaux en matière de conformité en normes comptables. Vous pouvez chercher à comprendre comment justement la Cour des comptes dans un pays avec très peu de moyens financiers. Ça, c'est un projet de recherche sur lequel je travaille actuellement. C'est comment les cours de compte, que ce soit en Afrique ou dans les îles ou en Asie, là, qui ont des moyens financiers limités, s'adaptent ou réussissent finalement comment ils s'adaptent ou comment finalement ils gèrent ces challenges-là et ces obstacles de manque de moyens financiers, de manque de ressources humaines pour se conformer à des normes d'audit internationales auxquelles elles doivent se conformer si elles doivent garantir à leur pays là le maintien des financements de la Banque mondiale ou des financements externes. Donc, ça crée des situations dans lesquelles les acteurs doivent s'adapter. Puis, ce genre de questions, c'est également hyper pertinent à explorer de point de vue qualitatif. Donc, si je devais résumer les caractéristiques de recherche qualitative, je dirais il y a le cadre naturel. Généralement, on observe les phénomènes au moment même où ils se déroulent, tels qu'ils se déroulent dans leur cadre naturel. Il y a la subjectivité. Ce qui distingue une recherche quanti d'une recherche quali, c'est que vous êtes complètement dans un environnement 100% subjectif. Là, vous influencez vos données parce que c'est vous qui formulez la question de recherche. C'est vous qui allez faire les entretiens. C'est vous qui allez prendre les notes d'observation. À chaque fois que vous posez une question lors d'un entretien ou à chaque fois que vous prenez une note d'observation, vous l'influencez par votre propre subjectivité, puisque vous utilisez votre propre bagage, votre propre subjectivité, votre propre historique pour formuler ces questions, pour interpréter les choses. Et puis quand vous interprétez les données, pareil. C'est vrai qu'on utilise des théories, mais on utilise beaucoup notre subjectivité personnelle. Pareil dans la façon dont on choisit de rendre compte des résultats. Troisième principale caractéristique, c'est la démarche inductive, c'est-à-dire que on est dans la découverte, on est rarement dans la déduction, on est plutôt dans l'exploration et essayer d'interpréter ce qu'on découvre. Il y a la variété des optiques et des interprétations. J'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de la subjectivité du recherche. Il y a aussi la conception évolutive parce que une recherche qualitative, ça se construit beaucoup en faisant des allers-retours. Ma question de recherche en première année de thèse ne ressemblait pas du tout à ma question de recherche que j'ai rédigée dans ma thèse à la fin après 5 ans de thèse parce que c'est évidemment beaucoup une conception évolutive. Ma question de recherche, elle est partie de quelles sont les perceptions des parties prenantes sur la régulation de l'audit en France et elle a atterri sur comment le régulateur de l'audit en France a construit son pouvoir dans l'espace de réglementation. Donc, il y a beaucoup de choses là qui évoluent. Je pense que si vous voulez être un bon chercheur qualitatif, il faut être très, très ouvert d'esprit et dans le sens où garder toujours un peu les options ouvertes. Je vais arrêter de parler. On va revenir à OCLAP. Et puis, je vais vous poser 2 questions sur les méthodes de collecte de données qualitatives. Est-ce que vous pouvez partager un peu les principales méthodes de collecte de données que vous connaissez ou que vous avez déjà utilisées? Le matin et le soir, je ne sais pas encore. Bon, on a un grand point commun, c'est qu'on a essentiellement tous fait la plupart des entretiens où nous avons un petit peu il y a des consultations des archives, ça j'imagine c'est une recherche historique.
Focus group, je regarde ça plutôt comme une autre forme d'entretien. L'ethnographie, bah, c'est hyper intéressant comme méthode, malheureusement très très compliqué à obtenir. Donc, si je résume, on a mentionné l'entretien, on a mentionné l'ethnographie, on a mentionné les questionnaires. Je ne considère pas ça comme une méthode de recherche qualitative parce que, à moins que les questions dans les questionnaires sont posées de manière très ouverte, avec comme objectif de collecter des points de vue. Parce que la plupart des questionnaires avec lesquels que je vois dans les articles de recherche, la plupart du temps, euh, ils ont pour but là de faire une analyse statistique derrière. Euh, donc vous avez tout dit, l'analyse documentaire, l'observation, les entretiens, l'ethnographie. Pour moi, c'est les 4 principales méthodes. L'analyse d'archives, je la considère comme de l'étude documentaire. Puis, quelle méthode vous intéresse le plus, sur laquelle vous souhaitez avoir plus d'informations? Question que j'aille un peu plus vite sur les autres, vu les contraintes de temps. Serge, est-ce que c'est OK si on décale la pause pour la fin de ma partie sur les méthodes de collecte de données? Oui, 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 c'est toi qui vas. Merci. Donc, d'ici quoi, un quart d'heure? Ouais. Très bien, c'est comme ça. OK, donc finalement, ces 4 méthodes-là vous intéressent. Donc, je vais essayer, enfin, c'est clair que je vais insister sur les entretiens, ne serait-ce que parce que je suis très biaisée, parce que c'est ma méthode dans laquelle je suis la plus experte. Et puis, j'ai prévu de vous montrer des guides d'entretien, de vous donner des idées sur comment construire des guides d'entretien. Puis, on va parler un peu plus rapidement des autres méthodes. Merci de votre participation. Donc, rapidement, là, un petit récap des 4 méthodes que vous semblez déjà connaître. L'ethnographie, c'est une immersion prolongée du chercheur. Donc, j'ai mis en gras le mot prolongé parce que pour moi, c'est ce qui distingue l'ethnographie de l'observation. Quand on parle d'ethnographie, on parle le chercheur, il est complètement plongé dans la vie quotidienne et dans les situations concrètes de travail des personnes observées. Donc, ça veut dire mes collègues que je connais qui ont fait de l'ethnographie, ils ont été employés de l'organisation et ils ont fait partie de l'organisation pendant 6 mois, pendant 1 an, donc pendant une longue durée où ils ont carrément fait partie de l'organisation, qui étaient au courant de leur statut de chercheur. Mais voilà, c'est vraiment une immersion prolongée. Vous faites partie du phénomène que vous étudiez. L'observation, par contre, pas nécessairement. Vous pouvez être là pour une semaine, vous pouvez être là pour 1 mois, 2 mois. En tout cas, c'est pas pour une longue période. Et puis votre but, c'est pas vraiment comme d'être complètement d'influencer ce que vous cherchez. Par exemple, si vous êtes en train de faire une ethnographie pour observer comment un nouveau système de contrôle interne est instauré dans une entreprise, bah, vous pouvez ne pas du tout être impliqué dans ce système de contrôle interne. Juste vous observez les gens faire. Alors que dans une ethnographie, vous allez probablement être une partie prenante dans la mise en place de ce système. Donc, les entretiens, il y a des entretiens ouverts, on va en parler. Les documents là aussi, peuvent être de différents types, textes, photos, vidéos, dessins, archives. Mais pour être honnête avec vous, c'est les documents comme principale méthode de collecte de données. Les revues là académiques internationales, elles n'aiment pas ça trop parce que non seulement la recherche qualitative, elle est hyper subjective, mais en plus, si vous vous basez que sur des documents publics qui sont pas du tout neutres, parce que c'est souvent des documents que pour être rendus publics, ils ont été vus, revus par les acteurs de l'organisation ou par l'acteur, par le régulateur, etc. Donc, ils sont empreintes de très, très, très grands degrés de subjectivité. Et donc, généralement, quand on utilise des documents, il est préférable qu'on les utilise en complément, soit pour confirmer ce qui
un peu ce qu'on a obtenu avec l'observation, les entretiens, ou on peut les utiliser comme méthode principale, mais là, dans votre rédaction, vous devez être convaincant que c'est impossible d'avoir accès à des données via des entretiens ou autre chose. Parce que, comme j'ai dit, là, dans les revues académiques réputées, là, on a tendance à donner beaucoup moins d'importance à un article quand il y a que des documents publics dedans. Je parle pas, bien sûr, d'une revue de littérature, hein, ça c'est autre chose. Hein. Je parle d'une recherche empirique, qualitative avec des données originales. Donc c'est vraiment davantage. On va essayer de chercher toujours les documents en complément. Il y a une exception, la méthode historique, les recherches en histoire. Les recherches en histoire sont souvent basées uniquement sur des documents parce que les acteurs qu'on observe sont plutôt morts ou ils n'existent plus ou le phénomène est déjà dépassé. Donc là, on est plutôt dans les archives et parce qu'on est en train d'observer un phénomène dans le passé, comment il s'est produit dans le passé. Donc c'est un peu, je dirais, la seule exception, ce serait la méthode historique et les recherches historiques. Donc l'ethnographie rapidement, donc c'est des données qui sont recueillies. C'est en fait un journal de bord dans lequel tout est décrit. Les lieux, les situations, les pratiques, les émotions, on va tout raconter. Les blagues, les discussions de couloir, les discussions devant la machine à café, les discussions lors de repas. Dans une ethnographie, vous faites partie de l'entreprise et vous observez tout et vous prenez des notes de tout. Donc, les personnes qui parlent, leur ton de la voix, les discussions, dans quel cadre elles sont sérieuses, dans quel cadre elles sont sous forme de plaisanterie, les situations, qui était présent à une réunion, qui a été invité mais finalement n'est pas venu, qui est assis à côté de qui n'était pas invité à une réunion mais il s'est quand même présenté. Donc, on va essayer de chercher le maximum de données parce que on a besoin de plus de contexte possible. C'est aussi important de noter les attitudes, les gestes, le langage corporel. Une méthode qui est devenue un petit peu à la mode, que je voulais vous en parler, c'est l'auto-ethnographie. Donc, si vous aviez été vous-même auditeur, contrôleur de gestion, comptable dans une entreprise et que vous avez observé des éléments que vous pensez intéressants d'un point de vue recherche académique, vous pouvez utiliser vos propres expériences comme données. Donc là, ce qu'on appelle l'auto-ethnographie. Donc là, en fait, il s'agit de prendre du recul et de réfléchir sur ses propres expériences, sur ses attitudes, sur ses croyances, sur les gens avec qui vous avez interagi, la manière dont vous avez vécu votre passage dans l'organisation et comment ces réflexions et ces croyances-là, ils ont été façonnés par des facteurs culturels, par des facteurs personnels, par des facteurs un peu plus larges là de l'organisation. Donc, par exemple, après la pandémie, on a vu voir pas mal d'articles là de recherche de gens là qui ont raconté leur cheminement pendant la pandémie, comment ils ont vécu leur travail d'enseignant-chercheur pendant la pandémie. Il y a beaucoup de femmes qui ont écrit sur leur expérience de la maternité en tant qu'enseignant-chercheur qui devait à la fois enseigner, produire de la recherche et être maman pendant le Covid-19. Donc, il y a beaucoup maintenant de recherches auto-ethnographiques. Là. Donc, si vous avez une expérience professionnelle que vous souhaitez valoriser, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour trouver une question de recherche intéressante et pour développer des données. Et donc là, je vous ai également mis des exemples. Là, si vous voulez aller consulter des articles basés sur l'ethnographie, il y a les articles de Henri Guénin-Barassini en audit, qui a travaillé pendant 1 an dans un cabinet, donc il raconte un peu tout ce qu'il a vu, vécu. Il y a l'article aussi de Caroline Lambert et Jérémy Morales, Caroline, elle a été contrôleuse de gestion. Et ce qu'elle a trouvé étonnant pendant qu'elle était contrôleuse de gestion, c'est que tous les contrôleurs de gestion parlaient de leur propre travail comme étant un sale boulot. Et elle a écrit un article sur ça qui s'appelle Le contrôleur de gestion ou le sale boulot. Et en fait, c'est intéressant parfois d'utiliser nos propres expériences là pour trouver des idées de recherche.
Donc, l'observation, elle peut être participante ou non participante. Donc, suivant que vous décidez de vous impliquer dans l'objet que vous observez. Donc, par exemple, vous étudiez la mise en place d'un processus de contrôle interne, vous étudiez le processus de vérification des informations non financières, vous étudiez le processus de décision des analystes financiers ou comment des bailleurs de fonds décident d'accorder ou pas des financements. Donc là, vous observez des pratiques. Donc, donc par rapport à l'ethnographie, c'est quoi la différence? C'est que en tant qu'observateur participant, vous n'êtes pas en train de prendre des notes sur les attitudes, les émotions, qui est assis à côté de qui, etc. Vous êtes vraiment plus focalisé sur la pratique elle-même. Comment le système est en train d'être mis en place, comment la politique est en train d'être mise en place, etc. L'observation non participante, là, vous êtes complètement neutre. Donc, vous participez pas du tout à l'activité. Vous n'êtes pas partie prenante. Et puis, l'avantage de la participation non participante, c'est que vos données vont être un peu moins subjectives. Ils vont être plus neutres. L'inconvénient, vous risquez d'avoir des données moins profondes parce que vous allez rester un petit peu extérieur au phénomène. Là aussi, c'est important d'avoir un journal de bord. Ça veut dire que ce soit un fichier Word sur votre ordinateur ou un cahier où vous notez tout ce qui vous trouvez d'intéressant. Il est très, très courant de faire des entretiens post-observation pour un peu approfondir certaines observations, chercher des explications ou des éléments là qui manquent là pour comprendre le phénomène. On peut avoir une approche structurée, ça veut dire avoir déjà à la base dans son carnet des choses que je veux observer. Donc, je vais observer comment un système de contrôle interne est mis en place. Je vais observer, comment les acteurs interagissent. 2, quel est le rôle du département informatique. 3, je vais observer quels sont les logiciels qui ont été mis en place etc. Ou je peux être dans une approche complètement flexible. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais observer. Est-ce que c'est les interactions, le système informatique, les enjeux de gouvernance, le mécanisme de lancement? Et là, je laisse plutôt les thèmes là émerger au fur et à mesure que j'observe les acteurs. Donc, l'entretien, c'est la méthode là qui semble le plus vous intéresser. Donc, qui interviewer, généralement, ça dépend un peu de votre question de recherche. Vous pouvez faire une sélection délibérée, donc viser vraiment des gens, ou vous pouvez y aller aléatoirement. Donc, si mon but pour moi, là, c'est de comprendre comment les analystes financiers ou comment les contrôleurs de gestion prennent des décisions, là, je vais y aller aléatoirement. N'importe quel contrôleur, n'importe quel analyste, n'importe quel auditeur devrait me donner des données intéressantes. Par contre, si je veux comprendre comment le processus de normalisation comptable est en train d'être mis en place, là, je ne vais pas aller interviewer n'importe quel auditeur ou n'importe quel comptable. Il me faut absolument les gens qui sont impliqués avec le normalisateur, qui sont là-bas tous les jours, qui travaillent essentiellement au cœur du phénomène que je souhaite observer. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, c'était la régulation de l'audit. Donc, certainement, ma sélection n'était pas aléatoire. C'est pas tous les auditeurs qui vont me raconter des choses intéressantes sur la régulation de l'audit. Il fallait chercher des auditeurs qui étaient vraiment impliqués à la Compagnie nationale des comités en compte, qui étaient impliqués au H3C, qui étaient impliqués dans la façon dont la régulation de l'audit en France était réfléchie. Donc, moi, par exemple, j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique de la boule de neige, dans le sens où j'ai essayé de trouver un premier répondant que j'ai ensuite un petit peu harcelé pour qu'il me donne la liste de les adresses courriels de ses collègues. Il y a aussi la technique de cas important d'un point de vue politique. J'ai aussi identifié les gens qu'il fallait absolument que je contacte. Et donc, à chaque fois que j'avais un entretien avec une autre personne, je lui demandais si elle avait les coordonnées de cette personne-là. Donc, en fait, il y a pas mal de techniques, mais je pense qu'il est hyper important, vu la difficulté qu'on a d'accéder au terrain, dès qu'on a notre premier entretien, là, c'est d'utiliser cette prise de connaissance et cet échange pour avoir
Ah, on a été coupé. Mona, on a perdu le son avec toi. Donc, n'hésitez pas toujours à utiliser vos interviewés là comme une source pour qui vous donne accès à d'autres interviewés. Comment faire un bon entretien? Comment faire un entretien pertinent? Donc, je dirais que l'entretien, c'est vraiment une rencontre. Ça veut dire que vous êtes en mode séduction. C'est aussi un parcours. Ça veut dire que vous êtes en mode, vous cherchez à construire une relation. Et une improvisation réglée, ça veut dire que vous êtes en mode improvisation. Il faut savoir rebondir, il faut être engagé, il faut pas perdre son interviewé des yeux. Donc, mes conseils. Le début, c'est pour moi, c'est hyper important de briser la glace. Ça veut dire mettre l'interviewé à l'aise. Vous ne deviez pas du tout être dans une posture là d'un journaliste qui est là juste pour son propre intérêt, qui est de collecter des données et des informations. Vous devez mettre en tête que vous êtes là pour séduire la personne en face ou vous êtes là pour construire une relation avec elle. Donc, construire une relation avec elle, bah, ça implique de discuter, surtout au début, de tout et de rien. Discuter de ce que la personne a fait, son parcours personnel, professionnel, mettre en valeur cette personne-là, lui dire à quel point son expertise et son parcours professionnel est important pour notre sujet de recherche, montrer notre reconnaissance qu'elle a accepté la rencontre, se rassurer sur la confidentialité, rassurer sur l'anonymat, demander la permission d'enregistrer, donc être vraiment dans une attitude très professionnelle pour vraiment que la personne en face se dise ben en fait ça va bien aller parce qu'il faut jamais oublier que notre interviewé est souvent aussi stressé que nous. Et qu'il est parfois même plus stressé parce qu'il est en situation où on s'attend à ce qu'il donne de l'information. Donc, il faut qu'on fasse un grand effort pour mettre cette personne-là en confiance et pour lui donner envie de discuter avec nous et d'être la plus spontanée possible. Pendant l'entretien, c'est hyper important la concentration, de regarder la personne dans les yeux, de demander des exemples concrets et d'afficher son intérêt. Ça veut dire sourire, rebondir sur ce qu'elle raconte, commenter. Ah oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, je m'y attendais pas du tout. Ou vous venez de dire un élément hyper intéressant, mais je n'ai pas l'impression d'avoir tout compris. Est-ce que vous pouvez revenir notamment en me donnant des exemples? Donc, essayez vraiment de construire une relation, que ça soit un échange. C'est pas que on pose la question et on s'attend à ce que la personne en face réponde. Il faut que ça soit un donnant-donnant. Je fais des commentaires sur ce que la personne me dit, je lui dis que ce qu'elle me dit est important et intéressant, que je demande à en savoir plus, que je veux plus des exemples, etc. Et puis là, plus je suis dans cet état d'esprit-là, plus les données que je vais ramasser vont être pertinentes parce que le risque, et pourquoi je vous parle de tout ça, le risque, et ça m'est arrivé, et je pense que ça vous est arrivé à vous tous, si vous avez déjà fait des entretiens, c'est de finir avec des entretiens hyper vides. C'est de finir avec des entretiens où finalement on a l'impression qu'on n'a rien d'intéressant dedans, que la personne a répondu à côté de la plaque, et que c'était pas du tout ça ce qu'on voulait. Mais ça, c'est pas forcément tout la faute de l'interviewé, mais c'est aussi un petit peu notre responsabilité. Dans le sens, peut-être qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Donc, il faut toujours se remettre en question. Si une question a donné naissance à une réponse bateau ou très vague, c'est qu'elle n'a pas été bien posée. Il faut reformuler, il faut aller avec des exemples peut-être un peu plus spécifiques. Puis bien sûr, en fin d'entretien, ne jamais oublier de remercier, de souligner l'intérêt de la rencontre, demander des contacts, demander si la personne souhaite rester informée, demander si elle souhaite jeter un coup d'œil sur la retranscription. Moi, parfois, ça m'est arrivé que j'ai des entretiens super vides et je les envoie à la personne que j'ai interrogée. Je lui dis, bah voilà, je viens de faire la retranscription. Je vous laisse lire s'il y a des choses que vous voulez compléter ou s'il y a des choses que vous voulez supprimer avec lesquelles vous n'êtes plus à l'aise. Puis là, la plupart du temps, c'est une super belle surprise. La plupart du temps, la personne m'écrit à notre entretien. Il m'ajoute énormément d'informations qu'il m'a pas donné forcément dans la rencontre orale. Donc, c'est vraiment important là parfois de garder le lien et d'être un peu dans cette perspective que
d'essayer de trouver une valeur ajoutée de l'entretien à l'interviewé. Essayer de lui dire que voilà, de quelle façon il pourrait lui utiliser cette recherche ou de quelle façon il contribue à son développement. Donc, pour les types d'entretien, donc je pense que dans la question vocab tout à l'heure, on a parlé surtout des entretiens semi-structurés, là où on a une liste de thèmes et puis les questions, ils peuvent varier. Il y a aussi, on peut avoir des entretiens très structurés. Ça m'est déjà arrivé avec des interviewés. J'étais pas sûre qu'ils connaissaient trop le sujet, donc je suis allée vraiment avec euh, avec des questions qui me permettaient un peu de ne pas trop divaguer. Parfois aussi, c'était complètement l'inverse. J'avais des entretiens complètement non structurés. J'avais une question que j'ai posée et puis après, j'ai inventé au fur et à mesure en fonction de ce que la personne racontait. Les discussions de groupe, c'est quand même rare, mais c'est intéressant lorsque vous avez... il y a parfois des gens qui étaient timides, qui voulaient pas me rencontrer parce qu'elles trouvaient que le sujet de la régulation était sensible. Et puis là, ils m'ont suggéré de me rencontrer avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez, dans votre demande d'entretien, dire que l'entretien peut se passer de manière individuelle ou si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné par des membres de votre équipe ou parfois ça les rassure là d'avoir des gens avec lesquels discuter. Et un entretien, un type d'entretien dont on parle moins, c'est l'entretien rétrospectif, l'entretien narratif. Puis là, c'est un type d'entretien plutôt focalisé sur la mémoire de la personne. Donc là, par exemple, quand je faisais ma recherche sur H3C, je ne pouvais pas aller interviewer les gens qui étaient dans le H3C à ce moment-là parce que c'était trop sensible là comme sujet. Ce que j'ai visé, c'était des gens qui étaient retraités ou qui avaient travaillé chez l'H3C et ensuite ils ont quitté ou qu'ils ont travaillé avec la CNCC et ensuite ils ont quitté. Ces gens-là, ils sont des mines d'or d'informations, les anciens. Donc si par exemple une organisation ne vous donne pas l'accès à des données, ne cherchez pas des membres de l'organisation, cherchez des ex-membres de l'organisation. Ils vont être tellement à l'aise de vous parler de l'organisation et ça va vous générer énormément de belles données sur l'histoire de l'organisation. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé dans ma thèse, c'est les entretiens rétrospectifs. Donc je suis allée voir des gens qui n'étaient plus du tout dans le H3C et je leur dis, parlez-moi de votre expérience des 3 ans que vous avez passé chez les H3C. Et puis là, je les laissais parler. Puis là, en fonction de leur expérience, parce que j'avais pas forcément une grande idée de ce qu'ils faisaient, puis là, j'essayais au fur et à mesure de demander des exemples et de réagir un peu sur leurs réponses. Donc c'est un type d'entretien vraiment intéressant là auquel vous pourriez penser. Donc pour le guide d'entretien, je dirais toujours privilégier les questions d'ouverture. Donc toujours commencer par une question facile. Votre première question, elle doit être facile parce que vous avez en face une personne qui est stressée, qui doute, qui a peut-être regretté de vous avoir accordé cette entrevue, whatever. Mais en tout cas, c'est vraiment important de commencer par une question facile pour votre interviewé. Il faut que ce soit une question pour laquelle vous savez d'avance qu'il aura des choses à dire. Parce que vous l'avez googlisé, vous savez qu'est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, commencez, même si ça n'a aucun rapport avec votre sujet de recherche. Ça n'a aucun rapport avec votre sujet de recherche, mais ça va vous amener à avoir un super bel entretien et ça va vous amener à créer cette relation avec la personne. Donc, je commence toujours par une question simple, facile. Je laisse la personne me parler des éléments avec lesquels il est le plus confortable, peu importe où ces éléments-là nous emmènent, même si c'est complètement hors sujet. Puis après, j'essaie petit à petit de l'amener vers le sujet qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment important pour créer la relation de confiance. Donc, moi, j'utilise des questions de type « Que pensez-vous de ça ?» Décrivez-moi votre travail en tant que analyste financier chez ce fonds de pension de finances durables. Que pensez-vous de vos travaux dans le cadre de l'organisme de normalisation? Donc, c'est vraiment des questions très larges, très faciles, où il va vous parler de tout et de rien et où vous allez juste gagner une chose, c'est que votre interviewé devienne confortable, devienne à l'aise, devienne spontané. Puis là, vous pouvez aller chercher des questions un peu plus pointues ou un peu plus sensibles.
J'ai tendance toujours à préparer des thèmes plutôt que des questions, du moins pour les premiers entretiens. Généralement, quand je suis à mon 15e, 20e entretien, je vais avoir des questions parce que je les connais plus ou moins par cœur. Mais au début, j'ai vraiment aucune question. J'ai des thèmes, puis j'improvise en fonction de ces thèmes-là. Je vais chercher sur quel thème l'interviewé va être plus bavard. Et si sur un thème, il est plus bavard que sur un autre, je vais poser plus de questions dans ce thème-là parce qu'il a l'air d'avoir plus de connaissances sur ce thème-là. Puis au prochain entretien, ça va être une autre personne et je vais développer des données sur l'autre thème. Vous n'avez pas besoin que tous vos entretiens soient parfaits ou que tous vos entretiens couvrent tous les thèmes. Parfois, un entretien ne couvre que 2 thèmes sur 5, mais l'autre va couvrir 3 autres thèmes et puis au final, vous allez en faire plusieurs et au final, ce que vous voulez, c'est juste de développer une compréhension globale d'un sujet donné. Donc, ça permet aussi de tester plusieurs types de questions, de tester des questions de type comment, pourquoi. Ça permet d'affiner les questions, de ne garder que les plus pertinentes. Donc, si vous avez des questions à chaque fois que vous la posez, elle vous amène à des réponses très très bateaux. Là, qui sont pas très intéressantes. Là, c'est sûr qu'il y a un problème avec la question. Puis, ça va vous permettre de réfléchir à une autre question pour le prochain entretien. Donc, c'est pas grave si cet entretien-là soit raté. L'essentiel, c'est que le prochain soit meilleur. Donc, on est dans une perspective d'amélioration du kit d'entretien, d'affinement des questions pour n'en retenir à la fin que les plus pertinentes. Et là, à partir du 10e, 15e entretien, vous pouvez avoir une liste de questions parce que vous êtes plus ou moins confortable avec ces questions-là et avec leur qualité. Utilisez aussi une belle question de fermeture. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de se séparer sur de bons termes. Donc, il faut finir avec une belle question de fermeture. Une question là aussi simple, dont le but, c'est de valoriser votre interviewé pour le quitter sur une note positive et maintenir de bonnes relations. Donc, toujours une question de type, là encore, très bateau, dont l'objectif, c'est juste qu'il finisse l'entretien en ayant l'impression qu'il était très bon. Parce que même si l'entretien de votre point de vue n'était pas bon, c'est important selon moi, que d'un point de vue de l'interviewé, l'entretien soit considéré comme positif, comme bon. Et puis là, c'est un peu le rôle de la question de fermeture, là, en demandant, par exemple, qu'est-ce qu'il pense qui était intéressant, mais que vous n'avez pas abordé, est-ce qu'il y a des choses qui le préoccupent, etc. Donc là, c'est un exemple, ça, c'est le guide d'entretien que j'avais pour mes entretiens avec les membres du H3C pendant ma thèse. Donc, au départ, c'était une discussion d'ouverture, un peu sur l'anonymat, la confidentialité. Je me présentais, je demandais l'autorisation d'enregistrer. Puis après, ma question d'ouverture, c'était un peu ma question bateau. Décrivez-moi votre rôle au sein du H3C ou décrivez-moi ce que vous faisiez au sein du H3C si c'est un ancien membre. Puis là, en fait, ça partait un peu dans un monologue sur plein de choses. Puis après, j'essayais un peu si dans son monologue, il parlait de ces choses-là. Est-ce qu'il parle du H3C? Est-ce qu'il parle de la collaboration avec les auditeurs? Est-ce qu'il parle de l'autorité des marchés financiers, du PISAOB, de la Commission européenne? Est-ce qu'il parle de la qualité de l'audit? Donc, en fonction de sujet qu'il va aborder lui dans son monologue, moi, je vais avoir une question là-dessus. S'il commence à me parler de l'autorité des marchés financiers, je vais lui poser une question sur les relations avec les parties prenantes. Donc, je vais couvrir ce thème-là. S'il commence à me parler de la qualité de l'audit, je vais essayer d'avoir une question sur ce thème-là. Donc, en fait, à la fin, ça ressemble plus à une discussion qu'un entretien de type journalistique, où vous posez des questions strictes et vous attendez des réponses strictes. Donc, c'est vraiment comme un échange, une question d'ouverture. La personne commence son monologue et puis vous essayez de sauter un petit peu sur les éléments dans son monologue qui ont un lien avec ce que vous voulez vraiment examiner et vous la relancez là-dessus. Puis évidemment, avec les auditeurs, c'était pas le même guide. J'avais un autre guide d'entretien. Ici, ma question d'ouverture, c'était vraiment encore une autre question super bateau. C'est pas ça ce qui m'intéressait, hein. Ce qui m'intéressait, c'est plus ce qu'il y avait là, mais je commençais toujours par cette question bateau pour les mettre en situation de confort, pour les encourager à être spontanés, pour les laisser parler de tout et de rien. Donc là, quand je posais la question, que pensez-vous du processus de régulation de l'audit tel qu'il est instauré aujourd'hui,
je vous raconte pas là à quel point ça partait dans tous les sens, mais après, j'essayais un petit peu de rebondir un peu sur les thèmes là sur lesquels je voulais rebondir. Et puis à la fin, je finissais toujours par cette question-là. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous semblent importants qu'on n'a pas discuté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous touchent aujourd'hui sur lesquelles, donc un peu, je faisais un peu de mes entretiens un rendez-vous thérapeutique. À la fin, j'essayais un peu de finir sur une touche de c'est quoi vos challenges, c'est quoi vos obstacles. Et puis là, pareil, ils repartaient dans un monologue. Et puis souvent, il y avait beaucoup d'éléments intéressants dans ce monologue-là parce qu'ils étaient vraiment dans le partage et, euh, ça finit l'entretien avec cette idée qu'ils ont vraiment apprécié l'entretien. Parce qu'au pire des cas, ils vont sentir qu'ils se sont vidés le sac, qu'ils ont eu quelqu'un avec lequel ils ont vraiment parlé. Donc, pour les documents, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent considéré comme des données secondaires. Ça implique des données publiques ou semi-publiques. Ça implique que ça pourrait être des rapports annuels, des articles de presse, des dessins, des vidéos, des photographies. J'en ai vu de tout ça dans les articles. Ce qui est hyper important de mon point de vue, c'est de bien les identifier, les distinguer et les valoriser. Parce que vu que c'est des documents, et vu qu'à la base, c'est une méthode de collecte de données qui n'est pas très valorisée par les évaluateurs, il faut la valoriser autrement. Il faut que ça soit super bien organisé, super bien identifié, le titre du document, la source, le nombre de pages. Il faut qu'on montre qu'il y a eu vraiment un travail de fond qui a été fait dans la collecte et dans l'analyse. Et évidemment, il y a beaucoup de précautions là, à avoir pendant l'analyse parce que vous êtes en train d'analyser des données complètement subjectives. C'est encore les entretiens, si vous avez 10 entretiens qui vous racontent la même chose, vous avez l'objectivité du stable, du partagé, du commun, là, comme j'ai dit au début. Mais si vous êtes en train d'analyser des documents, vous n'avez pas vraiment ça. C'est-à-dire, tout est biaisé. Donc là, l'analyse, elle est vraiment encore beaucoup plus complexe et il faut vraiment prendre beaucoup de recul et choisir une théorie à la limite critique. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait une étude de documentaire. Donc, en plus de mes entretiens, j'ai collecté tout ce qu'il y avait là sur le H3C et la CNCC entre 2003 et 2012 dans ma thèse. Et donc ça, c'est un tableau qui est extrait de ma thèse, là, dans lequel je précise c'est quoi le document, combien de documents j'ai consultés, et puis en annexe, j'ai rajouté plus d'informations de type le titre de document et le nombre de pages de chaque document. Donc c'est vraiment important là de privilégier l'organisation. Donc, parler des avantages, limites et difficultés, c'est mon dernier slide là avant la pause. C'est vraiment l'avantage pour moi des données qualitatives, c'est la profondeur, c'est la richesse. Vous allez faire 20 entretiens, mais vous pouvez en faire 3 articles différents. Parce que vous allez avoir des discours sur sur votre problématique, mais avec beaucoup d'angles différents. Et en fait, chaque angle peut être traité comme un article séparé, comme un projet de recherche séparé. La principale limite, c'est que c'est des données essentiellement subjectives. Donc, il est très difficile de distinguer qu'est-ce qui est pertinent pour ma recherche, qu'est-ce qui n'est pas pertinent pour ma recherche. Et là, c'est l'importance de l'analyse des données, et on va en parler après la pause. Et puis, la principale difficulté, comme je pense, comme partout dans le monde, dans les recherches qualitatives, c'est compliqué, l'accès au terrain. Et d'ailleurs, je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus souffrir pendant que j'étais doctorante. Là, c'est vraiment d'avoir accès au terrain, c'est d'avoir des gens qui acceptent d'être interviewés sur un sujet sensible qui était la régulation. Donc pour moi, l'accès au terrain, il faut vraiment bien le travailler. Il faut bien travailler sa demande d'entrevue, par exemple, en essayant de trouver en quoi votre recherche pourrait être intéressante pour l'interviewer. Essayer aussi peut-être de modérer, de relativiser le caractère sensible de la recherche si elle est sensible. Il y a aussi la difficulté de la gestion et l'analyse d'un grand volume de texte. Quand vous avez des pages et des pages et des pages de retranscriptions ou de documents ou de rapports, comment s'y retrouver? Ça aussi, c'est pour moi, c'est les 2 principales difficultés là. C'est avoir les données et une fois que je les ai,
c'est comment ne pas m'y perdre. Et donc, on va en parler après la pause là de comment s'attaquer à l'analyse de données de la façon la plus efficiente possible. Très bien. Merci beaucoup, Mouna. Il nous reste, avec la pause incluse, il nous reste 50 minutes pour terminer la session d'aujourd'hui. Donc, je vous D'accord. propose de faire une pause de 9 minutes. On se retrouve à 50. Donc là, il est 15h41 GMT. On se retrouve à 15h50 pour la suite, fin de la première partie et la seconde partie. Voilà. On fait comme ça? Merci à Parfait. tous. J'arrête Merci. la vidéo. Je peux Pour l'enregistrement. Florent et les deux autres questions, est-ce que vous voulez les poser dans le chat ou... En Il y fait, a, je il y a- vais... il y a beaucoup de questions, Emona. Il y a beaucoup de questions et puis il y a beaucoup de mains levées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est les réponses C'est maintenant toi ou qui on vois, continue? Mouna. Voilà. Mona, Tu vraiment, organises ta c'est. présentation. Il nous reste 40 minutes en tout. Ouais, donc c'est un peu compliqué comme de faire les deux, ma présentation et les questions. Est-ce que... Je pense que je vais y aller Mais vite oui, avec le reste de ma présentation. Et peut-être qu'il y aura les réponses même à ta oui. présentation. Ouais, Et au exactement. pire, on reviendra sur les éléments. D'accord? OK. Ouais, mais je pense que je vais essayer de parler Donc, moins et puis je vais zapper les questions ou clap qui restent parce qu'on n'a pas le temps. Florent, Roger, donc vous allez relever D'accord. vos mains tout à l'heure. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Merci, Mouna. C'est parti. Donc, on va parler de l'analyse des données qualitatives, approche manuelle et ou assistée. Donc, conseil numéro 1, c'est l'importance d'être organisé. Ça veut dire de prendre le temps de trier, de distinguer, d'organiser les informations au fur et à mesure de leur collecte. En fait, si vous êtes perdu dans vos données, c'est rare que vous allez réussir à les analyser correctement et à aboutir à développer des résultats pertinents. Donc, un bon système de stockage de recherche, là, est indispensable. Ça vous permet de documenter chaque étape, de voir, de quand vous vous rappelez d'un sujet, de savoir exactement, ça se trouve où exactement dans votre base de données. Et surtout, ça vous permet de constituer une base de données. C'est-à-dire que moi, les entretiens de ma thèse, après, j'ai fait plein d'entretiens et puis j'ai fait des entretiens sur d'autres sujets. Mais en faisant des entretiens sur d'autres sujets, j'ai réalisé que quelques entretiens dans ma thèse parlaient aussi de ça. Ça a été très facile de revenir à mes entretiens de thèse. Je savais exactement où chercher et quel interviewer. Et ça, je pense, c'est hyper important là comme préalable à votre analyse, d'être certain de votre organisation. L'organisation, ça peut être fait sur votre ordinateur. Donc là, je vous ai mis des copies d'écran de mon ordinateur pendant ma thèse. Donc ça, donc là, j'avais trois types de dossiers, les comptes rendus des manifestations professionnelles, les documents, les entretiens. Quand vous rentrez dans le dossier entretien, j'avais trois sous-dossiers, les auditeurs, les autres parties prenantes, le H-tracé, et j'avais un tableau dans lequel je synthétisais les entretiens au fur et à mesure. Donc, chaque fois que je fais un entretien, je vais écrire la date, la durée les principaux sujets qui ont été évoqués par l'interviewé. Ici, par exemple, dans les documents, je les ai divisés en trois, publication du H3C, rapport législatif, revue de presse et autres revues. Puis tout ça, moi, pendant tout ça, j'ai un peu utilisé InVivo parce qu'à un moment, je commençais vraiment à être perdue dans mes données. Et donc, j'ai décidé à l'époque d'aller investir dans le logiciel, même si j'avais aucune idée de comment ça fonctionne. Dieu merci, il s'est avéré que c'est un logiciel qui est super facile à utiliser. Ça veut dire que les choses sont plutôt claires. On crée des dossiers. Dans ces dossiers-là, on importe nos documents Word ou PDF ou peu importe. Et puis, pour moi, ça a été hyper important. Donc ça, vous voyez là dans la page d'accueil de mon logiciel, j'ai les documents, compte rendu des manifestations, entretien, H3C, profession, l'étude documentaire, publication de la CNCC, publication du H3C, les revues de presse, je les ai finalement divisées par trois, revues professionnelles, revues et magazines d'actualité, autres revues. Puis ça me permettait à chaque fois de chercher quelque chose de... Tu vois, j'ai fait pendant ma thèse 51 entretiens et j'ai collecté 183 documents.
pour moi, ça aurait été très compliqué de faire une analyse pertinente si j'avais pas un bon système de stockage. Donc, j'ai fait les deux en même temps, sur un Vivo et sur mon ordinateur. Question d'avoir quand même un backup. Donc, comme introduction. Maintenant, pour parler de l'analyse proprement dite. Donc, l'analyse des données qualitatives, c'est 2 étapes. D'abord, vous avez ce qu'on appelle l'analyse thématique ou l'analyse de premier niveau. Donc là, vous allez découper l'information en plusieurs codes ou en plusieurs thèmes ou appelez ça comme vous voulez. Du moment où vous les appelez pas des variables, c'est très bien. Donc, on a une analyse thématique qui va se passer en 2 étapes. La première étape, c'est l'analyse du spécifique ou ce qu'on appelle un codage ouvert. Donc là, vous prenez entretien par entretien, document par document, on essaie de dégager les thèmes clés. Ça veut dire qu'est-ce que chaque entretien est en train de nous raconter. Alors là, pour revenir à la question que posait Désiré tout à l'heure, il y a 2 façons de faire. Donc, je suis en train d'analyser mes entretiens. Il y a des thèmes qui vont être analysés par déduction, il y en a qui vont être analysés par induction. Par déduction, ça veut dire j'ai des thèmes déjà qui étaient déjà dans mon guide d'entretien. Donc, je les connais déjà, c'est les thèmes, le rôle du H3C, les relations avec la profession. J'avais déjà ces thèmes-là dans mon guide d'entretien. C'était les thèmes qui m'intéressaient pendant la collecte de données. Donc, la première fois quand je lis un entretien, je vais essayer de découper. Donc, ce paragraphe-là, il traite des relations avec la CNCC. Ce paragraphe-là traite du rôle du H3C. Ce paragraphe-là traite des relations avec l'autorité des marchés financiers, etc. Mais c'est jamais suffisant. Ça veut dire il y a toujours des passages que vous allez découvrir et qui vont être partagés par vos interviewés, que peut-être ces thèmes-là auxquels vous avez pensé d'avance ne marchent pas trop ou sont pas suffisants. Puis là, vous allez créer les thèmes vous-même à partir des discours, des données collectées. Donc moi, par exemple, j'avais le thème relation avec la profession. Mais ce thème-là, il est très bateau, il est très vague. Donc ça, c'était le thème que j'avais par déduction. Mais par induction, j'ai créé toute la liste des sous-thèmes qui permettaient de décrire les relations avec la profession. Donc, il y avait le sous-thème conflit, il y avait le sous-thème collaboration, il y avait le sous-thème équilibre, il y avait le sous-thème négociation. Donc, le thème relation avec la profession, c'est le thème que j'avais dans mon guide d'entretien, c'est le thème général dans lequel que je vais utiliser pour découper des parties de mon entretien. Et ensuite, dans cette partie-là que j'ai découpée, je vais recouper par induction. C'est-à-dire, je vais essayer de dire, ce paragraphe-là, l'auditeur, il est en train de me décrire les relations entre la H3C et la profession. Qu'est-ce qu'il est en train de décrire? Une relation équilibrée, une relation de défi, de conflit, de négociation, les deux. Donc là, cette partie-là, c'est plutôt défi, cette partie-là, c'est plutôt équilibre, cette partie-là, c'est conflit, cette partie-là, c'est collaboration. Donc tout ça, c'était des thèmes que je n'avais pas du tout dans mon guide d'entretien. Et donc, c'est des thèmes qui sont sortis au moment où je faisais l'entretien. Donc, les deux sont pas mal obligatoires. Ça veut dire, vous avez d'abord les thèmes de vos guides d'entretien et après, les thèmes qui vont un peu plus en détail. Puis, il y a l'analyse du commun. Donc, l'analyse du spécifique, ça veut dire entretien par entretien. Une fois que vous avez fini ça, vous allez faire le codage axial. Donc là, c'est l'analyse du commun. Donc là, je ne veux plus lire mes entretiens un par un. Je vais lire ce que j'ai découpé. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans le thème relation avec la profession, dans le sous-thème conflit, qu'est-ce que j'ai mis comme information? Qu'est-ce que j'ai mis comme données? Donc là, je vais lire de manière transversale. Donc, identifier et regrouper les thèmes qui se répètent d'une source à une autre. Donc, il y a l'entretien 10 et l'entretien 8 et l'entretien 5 qui me parlent d'une relation conflictuelle. Ils vont être ensemble. Par contre, l'entretien 20 et l'entretien 32 et l'entretien 1 me parlent d'une relation équilibrée entre les deux acteurs. Ils vont être recoupés ensemble. Donc là, par thème, je vais joindre les avis qui se rejoignent. Donc, je vais chercher le commun. Donc là, je suis dans un processus de construction de connaissances scientifiques. Je suis passée du subjectif, du spécifique, au général, à l'objectif. Ça veut dire qu'est-ce que les interviewés ont dit, partagent tous en commun comme idée, comme opinion.
Donc, dans toute cette partie-là de l'analyse thématique, c'est une analyse qui est essentiellement descriptive, avisée, compréhensible. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas vraiment en train d'analyser. Là, vous êtes en train de vraiment développer une connaissance approfondie de vos données. Il faut que, au bout de cette analyse thématique, vous connaissez vos données par cœur. Vous savez c'est quoi les thèmes les grands thèmes, quels sont les sous-thèmes qui vont dans chacun des grands thèmes, et vous savez, pour chaque sous-thème, vous avez recoupé les passages des différents entretiens qui vont ensemble, qui sont d'accord, qui partagent les mêmes perceptions, de manière à ce qu'à la fin, ça vous donne comme une image claire et globale du contenu même de vos données. Donc vraiment, quand vous faites cette analyse, ayez un seul but dans votre tête. Ne pensez pas au résultat, ne pensez pas à la rédaction. Pensez juste, il faut que je maîtrise et que je connaisse mes données par cœur, quasiment. Vous pouvez utiliser Word et Excel. Donc, j'ai fait beaucoup d'analyses de données sur Word et Excel en y allant avec la fonction de surlignage. J'utilisais la fonction commentaire pour créer les sous-thèmes. J'utilisais aussi des fichiers Excel. Par exemple, je faisais des colonnes. Les grandes colonnes, c'était un peu les thèmes que j'avais dans mon guide d'entretien. Puis, je créais des petites colonnes pour les nouveaux thèmes qui émergeaient des données. Puis, c'était facile. Après, je faisais juste couper-coller de Word vers Excel, là, de différents passages là qui vont dans les différents thèmes. Sinon, vous pouvez aussi utiliser InVivo, qui est un logiciel d'analyse de données qualitatives. InVivo, il ne fait rien, hein, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, il n'y a rien qui est automatique. InVivo, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous facilite la vie parce qu'il nous permet de voir dans un seul écran tout. C'est tout. C'est ça son seul et principal avantage. C'est pas lui qui analyse et c'est pas lui qui code. Donc, par exemple, là, quand j'ai fini mon analyse thématique dans InVivo, j'avais un écran qui ressemblait à ça. Donc, c'est ça. J'avais les thèmes qui étaient dans mon guide d'entretien, fonctionnement du H3C, relation H3C-CNCC, relation H3C autres acteurs, qualité de l'audit. Et puis, j'avais quand vous voyez un plus, ça veut dire que dans ce thème-là, j'ai créé des sous-thèmes. Par exemple, dans fonctionnement du H3C, il y en a qui m'ont parlé de la composition, il y en a qui m'ont parlé des déroulements des réunions, il y en a qui m'ont parlé de leurs moyens humains et techniques, il y en a qui ont parlé des obstacles, il y en a qui ont parlé des ressources financières, il y a des gens qui ont parlé des spécificités du H3C par rapport à d'autres régulateurs. Dans la relation H3CNCC, j'avais des gens qui me parlaient de collaboration, j'avais des gens qui me parlaient de conflit, j'avais des gens qui me parlaient de négociation, de pression, de état-profession, le fait que l'État jouait également un rôle dans la façon dont ces relations-là étaient établies. Donc, vous voyez, même si que ce soit sur Word ou sur un logiciel comme InVivo, de toute façon, c'est à vous de faire l'analyse. Dans InVivo, là, je l'ai ouvert tout à l'heure pour vous montrer un exemple. Donc là, ça, c'est le logiciel InVivo. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc là, c'est un logiciel InVivo. Là, j'ai tous les fichiers qui correspondent à mes données. Puis là, finalement, si je veux faire de l'analyse thématique, donc là, j'ai une retranscription d'entretien. Bon, elle est en anglais. En fait, je vais tout simplement lire, et à chaque fois que je vois des éléments intéressants par rapport à ma question de recherche, je vais tout simplement cliquer avec la souris et je vais faire code. Puis là, soit je vais utiliser les codes que j'ai déjà ici, que j'ai déjà créés, soit je vais faire un new code. Puis là, je vais dire, ce paragraphe-là parle de X, Y, Z. Et voilà. Il est codé dans un truc qui s'appelle X, Y, Z. Puis après, si je vais dans mes codes, dans le logiciel, je vais trouver là dans les codes qu'il y a un nouveau code là qui s'appelle X, Y, Z, par exemple. Voilà, il est là. Donc en fait, de toute façon, le travail d'analyse, c'est pour ça que pour moi, je trouve pas de différence à ce que je le fasse vraiment dans Excel ou je le fasse dans InVivo. Après, c'est vraiment, je priorise maintenant InVivo quand j'ai beaucoup d'entretiens, quand j'ai beaucoup de documents. Vous voyez ici, j'ai énormément de types de données.
j'ai des communications, des rapports, j'ai des entrevues. Donc, évidemment, ça me facilite la vie, là, de lire comme ça sur l'ordinateur et puis de créer les codes au fur et à mesure. Parce que sinon, il va falloir que je fasse des copier-coller, là, dans mon fichier Excel, par exemple. Donc ça, c'est une petite parenthèse un peu pour vous montrer un vivo. Il y a une version étudiant là que vous pouvez, il y a une version d'essai là qui est gratuite là pendant un mois. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez faire des tentatives, essayer des choses. Il est vraiment plutôt facile à manipuler. Ici, moi, je l'ai configuré en anglais, mais il peut aussi être configuré en français. Et puis ça, par exemple, le highlight, ça vous montre vous pouvez choisir qu'il vous montre tous les passages qui ont été codés dans un entretien donné. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce que je fais là, je suis que dans une analyse descriptive. C'est-à-dire que le but de l'analyse thématique, c'est juste de connaître vos données. Donc, c'est aussi important quand vous créez les thèmes de mettre leur description. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au début, vous savez très bien, par exemple, ce que vous voulez dire par un thème, mais arrivé au 10e, 11e, 20e entretien, vous pouvez comme perdre le fil. Qu'est-ce que déjà je code dans ce code-là? Vous pouvez en fait perdre le fil des choses. Et donc, c'est important aussi, à chaque fois que je crée un code, j'avais un tableau dans lequel je disais qu'est-ce que je dois mettre dans ce code-là. Ici, je dois mettre les extraits qui me parlent du contexte. Ici, je dois mettre les extraits qui décrivent le fonctionnement concret du H3C. Ici, je dois mettre les extraits qui traitent du rôle du H3C. Ici, je mets les extraits. Donc, en fait, pour moi, ça, c'était important pour que je ne me perde pas une fois que je fais le codage. Donc, pour la deuxième partie du codage, qui est la plus importante, c'est l'analyse théorique. Donc, une fois l'analyse thématique terminée, ce qui est important de faire, c'est vraiment de relire ces mêmes données-là, mais en portant des lunettes. Et ces lunettes-là, c'est les théories. Donc, par rapport à l'analyse que je faisais tout à l'heure, ici, tout ce que je faisais dans l'analyse thématique, c'est que je voulais décrire mes données. Donc, ici, c'est des données qui parlent de fonctionnement. Ici, c'est des données qui parlent du rôle. Ici, c'est des données qui parlent de la relation. Mais tout ça, c'est pas des résultats. Tout ça, c'est pas de l'interprétation. Ce qui va, maintenant, une fois que j'ai bien une connaissance approfondie de mes données, je vais me dire, d'accord. Donc, dans les relations, il y a du conflit, mais il y a aussi de la collaboration. Il y a de l'équilibre, mais il y a aussi des négociations. Comment je vais donner du sens à ça? Et c'est là où la théorie intervient. Donc, la théorie intervient en deuxième lieu, une fois que vous avez compris et bien assimilé que racontent les données. Et puis là, la théorie, ça dépend aussi de votre posture épistémologique. Là, si vous êtes dans une posture hypodéductive, bah, la théorie, vous l'avez déjà choisie à l'avance, vous avez développé des propositions et vous faites que valider ou invalider des construits théoriques existants. Mais en posture interprétative, dans laquelle je suis à 100%, les théories sont utilisées comme des lunettes à travers lesquelles vous allez relire les données encore une fois, mais cette fois-ci en les interprétant. Donc, je ne cherche plus à savoir est-ce que le H3C et la CSCC collaborent ou sont en conflit. Ça, c'est bon, j'ai compris. Je cherche à comprendre maintenant cette collaboration, qu'est-ce qu'elle veut dire théoriquement? Et ce conflit-là, qu'est-ce qu'il veut dire théoriquement? Donc, ici, les thèmes que vous avez identifiés, donc c'est pour ça qu'il est hyper important, la première étape, c'est grâce à cette première étape que vous allez choisir une théorie. J'ai jamais choisi un cadre théorique avant de commencer à collecter les données. En fait, je pars d'une bonne question de recherche, je trouve qu'il manque de la littérature sur cette question-là, je vais directement faire des demandes d'entrevue, je demande aux gens de me parler de ça. Et quand ils me parlent de ça, c'est à ce moment-là que je commence à réfléchir théorie.
Ok, d'accord. Donc, on est plutôt dans des relations de conflit et de collaboration. Donc, il y a quand même une certaine relation de pouvoir entre ces acteurs. Est-ce qu'on peut avoir une relation de pouvoir, mais être en même temps dans une relation équilibrée? Ben là, je consulte la littérature, je vois que c'est faisable. Et donc, c'est comme ça que mon choix théorique s'est dessiné. Donc, les choix théoriques, ils sont utilisés pour définir un ensemble de codes théoriques ou de catégories qu'on va utiliser pour analyser ou coder les données une deuxième fois. Donc là, vous avez vos codes descriptifs que vous avez utilisés pour comprendre les données, maîtriser leur contenu, puis après, vous allez passer à la deuxième étape qui est la plus importante, qui est le codage théorique. Donc là, par exemple, moi, dans mon cas, il y avait, comme je vous ai dit, là, des histoires de conflits, de collaboration, d'équilibre. Il y avait des histoires de rôle de l'État. Il y avait des histoires des interactions avec les autres parties prenantes. Bref, donc, j'avais toutes mes données. J'avais aucune idée de quel cas théorique je vais utiliser pour pouvoir donner du sens à ces données-là. Donc là, c'est là où vous faites comme, OK, je continue à faire mes entretiens. Mais en parallèle, je commence à chercher des articles qui parlent de ce genre de choses, qui parlent de relations entre régulateurs et régulés, qui parlent de relations qui sont à la fois équilibrées et compliquées, conflits, mais il y a aussi beaucoup de collaboration, etc. Donc je suis sur le terrain, je cherche mes données, mais en même temps, je suis déjà en mode euh, euh, recherche théorique. Puis, par exemple, là, dans ma thèse, c'était les dimensions du pouvoir. C'était super comme cas théorique parce qu'il y avait l'aspect instrumental qui parlait des conflits, mais il y avait aussi l'aspect systémique et symbolique qui disait que des relations de pouvoir, ça peut être des relations très équilibrées parce que le pouvoir n'est pas exercé de manière visible, mais il est exercé de manière invisible. On va utiliser les discours, on va utiliser la culture, on va utiliser la tradition pour amener les gens à faire des choses dans un sens plutôt qu'un autre. Et donc, euh, et donc en réanalysant mes données avec ces trois dimensions-là, instrumentale, systémique, symbolique, j'ai réussi finalement à donner du sens à ce que faisait le H3C et la profession ensemble. Mona, excuse-moi, il te reste un petit quart d'heure avec les questions, quoi. Donc, Ok, bah, je vais faire 5 minutes encore. et on va prendre peut-être 10 minutes de questions. Ils auront de toute façon accès aux slides. Donc ça, c'est un autre exemple. Je voulais montrer que l'analyse de D'accord. données peut se faire aussi facilement sur Excel. Donc là, c'est un fichier Excel dans lequel j'avais mes catégories théoriques et dans lequel j'ai copié-collé les extraits d'entretien. Ici, c'est un extrait d'un article là, qui est publié, dans lequel le réviseur nous a demandé de développer comment on a fait l'analyse de données de A à Z. Et donc, ici, vous voyez, il y a les codes théoriques, là, enfin, les codes, pardon, descriptifs là, qui émergent des données. Là, il y a les codes qu'on a créés grâce à notre cadre théorique. Ici, c'est quelques conseils sur l'importance de faire des allers-retours entre le terrain et la littérature. Ça veut dire vous devez, en même temps que vous faites les entretiens, vous devez les analyser au fur et à mesure. C'est important d'identifier les thèmes clés et les informations qui seraient idéalement à compléter vis-à-vis de ces thèmes tant que vous êtes dans le terrain. Parfois, enfin, il faut pas attendre que j'ai fini 20 entretiens pour commencer à analyser. Il faut analyser au fur et à mesure pour voir quelles sont les mauvaises questions que je dois remplacer, quelles sont les questions que je dois ajouter parce que je n'ai pas assez d'informations et quels sont les thèmes clés qui émergent et sur lesquels je dois me concentrer pour mes futurs entretiens. Ne choisissez pas la théorie trop à l'avance. Choisissez la théorie qui valorise plutôt les données, leur donne un sens pertinent. Et ne pensez pas qu'il y a une théorie miracle qui interprète tout. Il y a beaucoup d'histoires différentes qui peuvent être racontées. Il faut choisir la littérature ou les aspects de la théorie qui donnent le plus de valeur à vos résultats. Donc, ça n'a pas nécessairement d'être une théorie en complet. Il y a souvent beaucoup de concepts, mais ils sont pas tous utiles, ils sont pas tous intéressants pour vos données. Parfois, un petit concept dans une théorie est plus pertinent que toute la théorie. Donc, et puis, peu importe la démarche, qu'elle soit manuelle, sur Excel ou sur Word ou assistée,
L'important, c'est vraiment d'être organisé et de prendre des notes là aussi quand vous faites l'analyse des données. Sur la partie dernière, là, je voulais parler des critères de validité parce qu'ils sont quand même différents des critères de validité de l'analyse quantitative, parce que les données qualitatives sont subjectives, elles sont descriptives. Donc, il n'y a pas vraiment des règles fixes, mais il y a des astuces. Donc, je vous ai mis un peu les astuces qu'on utilise comme chercheur qualitatif pour dire que notre recherche est crédible. Donc, lui donner la validité interne, lui donner la validité externe et démontrer sa fiabilité. Donc, vous pourriez les lire et éventuellement revenir si vous avez des questions, mais je ne saurais insister sur le caractère transparent. Plus vous êtes transparent et plus vous êtes organisé, plus ça va se voir dans la façon dont vous rédigez votre article. Quand on est organisé et quand on est transparent, ben en fait, la façon dont la section méthodologique va être rédigée va être impeccable. Et donc, ça va justement amener l'évaluateur à être rassuré que votre recherche et les résultats que vous lui racontez après, ils sont crédibles. Parce on n'a pas de test, on n'a pas de variable, on n'a pas de modèle statistique. La seule gage de crédibilité, c'est comment vous analysez et vous rédigez et comment vous rendez compte de tout ça dans votre thèse ou dans votre article. Et puis sur la théorie, il faut pas trop se casser la tête avec ça. Il faut toujours se dire que la théorie n'est pas là pour être un handicap. Elle est là pour être une valeur ajoutée. Elle est là pour vous donner le cadre qui va vous permettre de faire des contributions. Donc, c'est grâce à la théorie que vous allez construire des contributions. Donc, par exemple, Yves Gendron, là, il dit que la théorie, c'est ce qui va aider à produire de la nouveauté. Donc, parce que ce que vous allez observer, il y a peut-être plein de gens qui l'ont déjà observé, mais comment rendre ça novateur? C'est avec le concept qui va vraiment permettre de donner du sens à ce que vous racontez. On n'a pas besoin d'une théorie, seulement d'un concept, parfois la légitimité. Moi, j'ai utilisé un concept, le pouvoir, l'illusion, le professionnalisme, le commercialisme. Parfois, on n'a pas besoin de théorie du tout. Parfois, une super bonne revue de littérature peut être utilisée pour interpréter les données. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'une grande théorie. Ici, j'ai mis un exemple. Là, si vous avez comme observation, les acteurs discutent de l'importance d'entretenir de bonnes relations avec leurs clients. Bah, on peut interpréter ça comme étant l'importance de la logique commerciale. On peut interpréter ça comme étant les clients, ils ont du pouvoir. Maintenant, les éléments à chercher pour produire de la nouveauté, bah, il faut pas juste s'arrêter à dire, OK, les auditeurs donnent de l'importance aux clients, donc les auditeurs ont une logique commerciale et les clients ont du pouvoir. Ça, it's not enough. Ce qui est important, c'est de nous donner une nouveauté. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez appris de plus sur la dynamique de la relation? Quels sont les leviers de négociation qui font que le client a un certain pouvoir, par exemple, sur son auditeur? Et dans les contributions, donc, essayez toujours de réfléchir, d'être dans l'une ou de l'autre. Soit votre contribution est que vous illustrez la façon dont un concept théorique prend forme dans un contexte particulier. Donc là, vous développez les liens entre le contexte et vos données. Soit vous êtes en train de mettre en évidence des nouvelles facettes en lien avec la littérature ou en lien avec une théorie. Donc, soit vous devez nous convaincre que vous êtes en train de nous donner une nouvelle compréhension d'un phénomène qui a déjà été étudié, ou vous êtes en train de nous montrer, de nous illustrer comment un concept théorique dans ce contexte-là est développé. Donc, si tu veux, Serge, je peux m'arrêter là. Je pense que les autres éléments, c'est des Oui, éléments de conseil sur je la te propose. rédaction. Et puis, à la fin, il y a aussi mon adresse courriel. Là, je me suis dit, Super. si justement, si vous avez si jamais le temps là nous presse, bah, j'espère que vous avez justement appris des choses utiles. Et puis, n'hésitez pas à m'en contacter là par courriel. Là, je pense que aujourd'hui, on est enfin, la plupart des revues académiques, à quelques exceptions près, sont super ouvertes aux recherches qualitatives.
N'oubliez jamais que la recherche qualitative, c'est une histoire qui se construit. Donc, profitez bien de cette flexibilité, mais tout en, euh, tout en soignant la forme, ne jamais hésiter à mobiliser les références, à donner de la... Parce que il faut toujours ne pas oublier que vous ne pouvez, enfin, c'est pas valorisant, jamais, c'est jamais valorisant de dire que vous êtes le premier à faire une recherche de ce type. Jamais. Ce qui est valorisant, par contre, c'est de dire que votre recherche s'inscrit dans un ensemble de d'autres recherches qui ont étudié le même phénomène et que vous les complétez et que votre recherche illustre de nouvelles façons de voir les choses. Donc, ne cherchez jamais à être celui qui a fait quelque chose que personne n'a fait avant. Ça, moi, je trouve, dans une rédaction, c'est très dévalorisant. Ce qui est valorisant, par contre, c'est d'envisager votre article comme une discussion que vous avez avec des gens qui ont travaillé sur des sujets similaires ou avec des gens qui ont travaillé sur le même sujet et vous discutez avec ces gens-là, vous utilisez leur propre recherche pour dire, bah, voilà comment je vous complète, voilà comment je vous contredis, voilà de nouvelles façons de voir un peu ce que vous avez déjà vu. Donc, imaginez toujours le travail de rédaction comme une discussion avec la littérature existante et non pas comme une façon de complètement se détacher de ce qui existe déjà. Parce qu'au contraire, plus vous vous approchez de la littérature existante et vous êtes précis sur la façon dont vous la complétez, plus votre histoire a de la valeur là pour votre audience. Très bien. Merci beaucoup, Mona, pour cette brillante présentation. Et on va laisser la parole aux collègues si vous avez des questions, des remarques. Par contre, avant de démarrer les questions, s'il vous plaît, il n'y a pas trop de monde qui se bouscule. Je vous ai mis une demande de ce qu'on appelle une enquête de satisfaction. Donc, veuillez y répondre. Pour le moment, j'ai que 4 personnes, sachant qu'il y en a quand même 70 qui m'ont demandé le certificat de participation. Donc, je pense que vous êtes là. L'objectif aussi de cette enquête, c'est qu'on puisse améliorer tous les ateliers qu'on réalise, hein. Donc, essayez de nous dire les points faibles des ateliers, les points positifs aussi, pour qu'on puisse améliorer nos ateliers. Très Et bien. désolée pour ma très très mauvaise gestion du temps. Non, pas du tout.